Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde via Marseille. Marseille, élue capitale européenne de la culture pour 2013. Dans cette émission, nous vous proposons une petite sélection des savoir-faire régionaux, selon les codes NEC plus ultra évidemment, sommaires. Eurocopter, des appareils de haut vol. Dans son cabanon, François Chomsor a tout bon. Marseille est à la mode, le talent de Natalat. On aime le Mucem, visite en avant-première. On décolle tout de suite avec une entreprise qui est l'une des fiertés nationales, voire internationales, et qui met la barre très haut quant à l'interprétation du mot qualité. Eurocopter est le premier fabricant d'hélicoptères au monde. Mais oui, c'est comme ça dans le Midi, c'est tout ou rien. C'est une entreprise française et c'est par là à Marignane. C'est une entreprise qui survole la crise, un chiffre d'affaires en hausse de 15%, plus de 20 000 employés et un carnet de commandes bien rempli. Depuis sa création en 1992, Eurocopter mise sur l'innovation pour rester leader. Alors nous sommes dans la chaîne d'assemblage des dauphins. Quand on dit chaîne d'assemblage, c'est l'endroit dans lequel on équipe les appareils. Donc il y a des structures qui arrivent. Et puis un certain nombre de sous-ensembles, les moteurs, les équipements électroniques, et tout ça est assemblé sur les machines dans ce hall dit hall d'assemblage. L'entreprise fabrique 4 types d'appareils. Voici l'hélicoptère moyen. Le Dauphin est un appareil d'affaires. C'est l'appareil d'affaires par excellence parce que c'est certainement le tapis volant le plus rapide au monde. On a l'habitude de dire qu'un hélicoptère vibre. Le Dauphin a le niveau de vibration le plus bas du monde. C'est un appareil qui, plus il va vite, moins il vibre. Donc c'est une caractéristique qui est unique. On a réussi cet appareil et donc ça permet à notre clientèle d'affaires de bénéficier d'un confort qui permet de travailler réellement à bord. Et c'est une espèce de bureau ambulant avec tout le côté représentation et efficacité du bureau que l'on met à disposition des clients. Je me suis fait une petite histoire, si vous voulez illustrer ça. J'imagine un négociant en vin qui a des clients chinois à qui il veut présenter et négocier des contrats sur la France. Il peut être à 18 h à Reims, dans une propriété champenoise, déguster une coupe de champagne, convaincre son client que c'est excellent, embarquer dans l'appareil et 2 heures de vol plus tard, en ayant le loisir de discuter avec le client, d'être connecté à Internet, d'être connecté par satellite à tout son réseau, l'appareil se pose dans un vignoble bordelais où ils peuvent dîner et vendre du Bordeaux. Donc 2 heures porte à porte entre Reims et Bordeaux, en ayant pu travailler entre-temps, c'est le seul moyen au monde qui permette de le faire. Et le Dauphin est totalement adapté à ce genre de mission ou de configuration. Le marché de la clientèle d'affaires est assez récent. Il a poussé l'entreprise à améliorer et à raffiner encore ses appareils. On a ici quelque chose d'emblématique qui est le fenestron. Le fenestron, c'est la petite fenêtre en provençal, donc tout le monde l'aura compris, et qui est un rotor caréné qui apporte un rendement supérieur à ce rotor. Donc ça permet d'avoir un hélicoptère qui consomme moins d'énergie pour être aussi efficace qu'un rotor qui ne le serait pas. Ça apporte de la sécurité également. Vous concevez bien qu'avec un rotor caréné comme ça, les personnes qui gravitent autour de l'appareil sont moins exposées à des risques physiques. Et puis si vous observez finement, vous regarderez qu'on a des intervalles qui sont différents entre les pales. Hein, ça paraît déséquilibré, qui amène une diminution du bruit perçu à l'extérieur. Donc un petit concentré entre ces différents éléments, ces briques, de tout ce qu'on a pu intégrer sur le Dauphin, entre son origine et maintenant, qui en font un appareil mais qui consomme moins d'énergie, qui fait moins de bruit et qui se distingue de la concurrence par cet aspect-là. Ici, les appareils sont testés. Dans cet atelier, on met en vol les machines, les appareils Dauphin de cette gamme-là. Donc c'est l'endroit où on effectue tous les essais en vol qui permettent de garantir au client, à l'issue de la livraison, le fait que sa machine sera parfaitement en état de marche. Donc on y essaie tous les systèmes, depuis les systèmes de base, les moteurs, la transmission, les systèmes hydrauliques, mais aussi tous les systèmes personnalisés sur un appareil comme celui-là, qui est un appareil qui est destiné à l'aviation d'affaires. Donc un appareil dans lequel le client a choisi
les équipements qui composent l'intérieur de sa cabine. Un aménagement de haut vol. La partie qui est la plus visible, qui est la partie de la sellerie, le travail sur le cuir, ce sont deux artisans qui sont dans la région, qui sont très proches d'ici. Un est à Saint-Rémy, le plus loin de chez nous est à Saint-Rémy-de-Provence. Donc ce sont vraiment des artisans locaux. Ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, certains d'entre eux sont meilleurs ouvriers de France, dans le travail du cuir. Et en fait, nous devrons arriver à combiner l'exigence du client en matière de personnalisation, de style, de design, les exigences aéronautiques techniques qui sont très pointues, et puis le savoir-faire de ces artisans-là, pour arriver au final à faire un produit qui est un produit industriel, avec des exigences de sécurité qui sont énormes. Et pour autant, quand on entre dans cette machine-là, on a le sentiment d'avoir accès au monde du luxe et de l'artisanat. Et notre travail, c'est justement d'arriver à combiner le luxe, l'artisanat et l'industriel. Eurocopter entend bien conserver sa place de numéro 1 sur l'aviation d'affaires. Pratiquement toutes nos plateformes dans notre gamme sont déclinées dans des versions business aviation. Pourquoi ? Parce que l'hélicoptère, essentiellement, la première fonction d'un hélicoptère, c'est d'aller vite et d'aller partout. Aller vite et aller partout, la première mission historique des hélicoptères, c'est de sauver des vies. Aller vite, ça permet de sauver des vies. Aller partout, ça permet d'aller chercher des naufragés dans des endroits inaccessibles, que ce soit en montagne ou en mer. Et donc, aller vite, c'est aussi le critère de décision pour l'aviation d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'aller vite, le temps, c'est de l'argent. Et c'est exactement ce dont nos clients ont besoin. Une limousine du ciel pour de précieux clients pressés. Pour visiter la cité phocéenne d'une autre manière, nous avons demandé à l'architecte d'intérieur François Champsor de nous servir de guide. En premier lieu, il nous fait visiter son cabanon. Le cabanon, ça fait partie de la culture de Marseille. Parisien d'adoption mais marseillais de cœur, François Champsor aime venir se ressourcer dans la cité phocéenne. Sa particularité, mener de front design et architecture d'intérieur. Il conçoit des espaces très dessinés, au luxe discret. Diplômé de l'école des arts décoratifs, il fonde son agence en 1996. Mon métier, c'est de créer des lieux, des appartements, des maisons, des hôtels, voilà, pour des clients assez variés. Parmi ses réalisations, ce cabanon, son petit coin de paradis. Je ne voulais pas faire une maison de décorateur, voilà. Je voulais un endroit qui soit plutôt à vivre, pour recevoir la famille, les amis, pour s'isoler, tout ça. Et j'adore le concept de toute petite maison, voilà. Toute petite. Donc c'est vraiment un petit endroit, mais c'est comme un bateau, c'est ouvert sur l'extérieur de partout. Surtout basé sur l'art de vivre et d'y vivre, voilà, donc c'est assez... c'est par rapport au contexte, par rapport à la lumière, par rapport aux différentes orientations. Il y a un rythme comme une musique, dans l'architecture, il y a un rythme de musique. Donc il y a des parties qui sont très jouées, des parties qui sont plus calmes, et c'est la succession qui fait que la partition elle est bien écrite, et qu'on peut la prendre de n'importe quel sens, parce que là, on peut tourner dans n'importe quel sens. Et du coup, on a quelque chose qui écrase, ou qui inspire, ou qui repose. Voilà, c'est vraiment, les lieux veulent dire quelque chose. Voilà. Un petit espace qui tranche avec les grands chantiers qu'il a menés, des hôtels de luxe comme le Ministère ou le Métropolitan à Paris, et des restaurants comme celui de Michel Troisgros à Rennes. Voici une autre de ses réalisations à Marseille, dans le quartier chic, une villa surplombant la corniche face à la mer, ambiance farniente et décoration très contemporaine. Comment on peut réécrire une autre histoire tout en reliant avec l'essence même du bâti qui est vraiment intéressant. Donc le bâti des années 70 qui est vraiment extrêmement bien fait, qui sont des boîtes extrêmement bien faites, extrêmement bien pensées, mais qui était à la fois très compartimenté, et les partitions à l'intérieur n'étaient pas en cloisonnement, mais qui étaient en dur. Donc on a tout ouvert à l'intérieur, donc on a tout dégagé, on a relaissé l'espace ouvert,
Et après, on a recréé un cloisonnement à l'intérieur de ça avec des perspectives et tout ça, mais tout en gardant cette idée de transparence, qu'on puisse voir d'une partie à l'autre de la maison des cours, une petite courette qui est en galets, avec d'un côté qui traverse, qui va jusqu'à la salle de bain, qui la salle de bain elle-même donne sur une douche qui donne sur l'extérieur. Donc on a toujours comme ça, l'œil échappe toujours à toujours une succession, une perspective avec un point de vue de l'autre côté. Donc c'est ça qui est intéressant. Une villa ouverte où l'ombre joue avec la lumière. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est comment on donne une âme au lieu. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est compliqué, c'est pas avec de la décoration qu'on fait ça, c'est en donnant du sens aux choses, en donnant de la perspective, en donnant de la fluidité et à la fois en donnant en mélangeant des choses qui sont un peu plus luxueuses avec des choses qui sont plus simples. Dans cette villa, les vacances, c'est toute l'année avec en prime une vue à couper le souffle. Ces passages à Marseille sont l'occasion de retrouver ses amis de longue date. François Champsaur apprécie le chef, Michel Porthos, nous aussi, un architecte du goût. La cuisine, c'est un peu à voir avec notre métier. Pour plusieurs raisons. D'une part, la façon dont je le vois moi. D'abord, il y a pas mal de terminologies qui sont les mêmes. Et on dit aussi que en cuisine, comme dans notre métier, on mélange quelque chose qui est très sophistiqué avec quelque chose de très simple. Et c'est ça qui fait la valeur qui fait la puissance gustative. Dans notre métier, c'est exactement la même chose. Je trouve que les métiers peuvent se comprendre de la même manière. À l'image des intérieurs qu'il dessine, François Champsaur n'aime pas cloisonner les univers. Ses amis sont comme lui. Rencontre avec un artiste ébéniste, Olivier Tourinck. C'est un garçon qui a un parcours assez atypique parce qu'il vient des Beaux-Arts de Marseille. Et à la fois, il a commencé un travail d'ébéniste. Comme c'est un passionné, donc il s'est un peu lancé là-dedans. Donc à la fois c'est quelqu'un qui a une pensée assez pointue, mais à la fois c'est quelqu'un qui sait fabriquer des choses vraiment concrètes. Voilà. Matière brute, ligne pure, idée subtile, François Champsaur aime les choses simples mais belles, les artistes rares aussi. De Marseille, il retient le brassage des influences et un certain art de vivre. Marseille, c'est un port, donc ça a toujours brassé beaucoup de cultures différentes. C'est la force de Marseille, c'est ça, c'est ce mélange qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant et qui du coup donne un sentiment de vie très forte. Voilà. Et des populations qui ont un art de vivre qui est extrêmement sophistiqué tout en étant des gens extrêmement modestes. Et c'est une force qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. C'est ce qui rend la ville unique. La rubrique mode aujourd'hui est consacrée à un enfant du pays. Il est né et a étudié à Marseille. Anthony Nathalion Tsombangdit a été choisi par la Maison de la Création pour sa capacité à transmettre une culture via le vêtement. Il n'y a pas de défilé aujourd'hui, mais vous n'y perdez rien. Paris, capitale de la mode? Pas pour ce jeune créateur. Anthony Nathalat Tsombangdit a choisi de vivre à Marseille. Il lance en 2010 sa marque Nathalat, une passion pour la couture qui remonte à son enfance. Quand j'étais adolescent, ma grand-mère m'a appris à coudre à la main. Les premiers ourlets, je devais avoir 9 ans, 10 ans, voilà. Et c'est un petit peu parti de là. Et puis aussi, ma mère m'avait toujours montré une de ses pièces qui était, je crois, Courrèges, une robe chasuble en soie. En étudiant le produit, c'est vrai que ça m'a intéressé. Puis après, c'est de là que je me suis dit, bon, on va faire une carrière de créateur. Une véritable vocation. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment de présenter des produits qui sont artisanaux, tout simplement. Voilà. Étant français, fier de l'être, c'est vrai que j'aimerais aussi à ma manière défendre ce savoir-faire-là. C'est-à-dire que nous autres créateurs, et qui plus est jeunes créateurs de mode,
Il nous appartient à nous aussi d'essayer de faire en sorte de changer les choses. Et on est dans une logique de ce qu'on appelle le slow fashion. Voilà. C'est-à-dire un produit qui a une durabilité, qui a une technicité, qui a aussi un concept particulier et qui va perdurer dans le temps. C'est l'idée. Il travaille donc avec des artisans locaux. C'est une veste tailleur avec un col flèche en drap de laine qui vient de l'Aveyron. Voilà. Donc c'est une veste qui est à un bouton et avec une doublure en fait en dupion de soie qui vient de Lyon. Voilà. Parce qu'on tient vraiment à rester dans un travail très artisanal et très texturé aussi. Une mode durable en quelque sorte. Chaque élément finalement raconte une histoire puisque même les boutons, c'est des boutons qui sont métalliques et en fait qui ont l'air cassés mais qui ne le sont pas. Qui sont moulés comme ça. Voilà. C'est un trompe-l'œil. L'élégance, elle, est bien réelle. Tous les vêtements sont pensés aussi d'une façon pratique, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver des petits détails de poche, poche à passepoil par exemple, toujours des petits détails, par exemple pour le tombé, en dessous on a mis par exemple ici de la chaînette pour avoir un meilleur tombé. Anthony puise son influence dans ses origines asiatiques. Concernant l'écharpe, on est sur une écharpe en fait jacquard, voilà, qui est fabriquée dans le centre de la France sur un métier à tisser qui n'est pas très large, c'est fait à la main et c'est fait en fait en coton biologique. On essaie vraiment de nouer des liens avec des artisans, des liens sur le long terme et c'est vrai que généralement ces petits artisans-là nous le rendent bien parce que c'est vrai qu'on a une exigence qui est particulière et particulièrement élevée. Mais c'est vrai qu'au final, après, le retour des acheteurs et des médias est très souvent très positif et c'est vrai qu'ils en sont très heureux. Pour se lancer, le jeune styliste a bénéficié de l'aide de la Maison de la Création, marseillaise elle aussi. Anthony fait partie des 21 lauréats euro-méditerranéens qui sont passés par le filtre de la Maison de la Création. Et je crois qu'Anthony a rencontré des personnalités importantes comme Jean-Jacques Picard, Françoise Montenet et bien d'autres qui lui ont apporté des conseils pertinents et puis un réseau aussi professionnel. Parce que la création est là, le talent c'est sûr. Maintenant il faut qu'il y ait un réseau commercial et que ces collections puissent être justement vendues à l'international. Comme quoi le talent s'épanouit très bien sous le soleil de Marseille. Comme le nombre de projets culturels insufflés par l'année capitale donne le vertige, nous commencerons par le plus spectaculaire d'entre eux et notre autre, de surcroît le Mucem. Le lieu n'ouvrira qu'en juin, mais en voici un avant-goût. À l'ombre de la Bonne Mer, un imposant carré flotte entre le ciel et l'eau. C'est un bâtiment de 3700 mètres carrés construit sur l'ancien môle portuaire. Cela fait près de 10 ans qu'on l'attendait. Le Mucem, le premier musée consacré aux civilisations de la Méditerranée. En avant-première, 15 000 visiteurs ont pu s'y promener le 13 janvier dernier. Le Mucem est un musée de société. C'est un musée qui veut interroger les civilisations de la Méditerranée et de l'Europe, et surtout, je dirais, les civilisations de la Méditerranée dans leur rapport avec l'Europe. Il s'intéressera au bassin méditerranéen de la préhistoire à nos jours. Il y a ici même, dans cet espace, ce que l'on appellera la Galerie de la Méditerranée, qui est un lieu d'exposition permanente où nous allons essayer de faire comprendre aux gens, par des expositions avec des objets d'art, avec des objets d'antiquité, avec de la peinture, avec des objets du quotidien, de l'art populaire et même de l'art contemporain, nous allons essayer de leur faire comprendre ce que sont les particularités ou les spécificités des civilisations de la Méditerranée par rapport à d'autres grands bassins de civilisation. Ça, c'est la Galerie de la Méditerranée. Un musée qui se veut une main tendue entre les rives de la Méditerranée. Et nous ne voulons absolument pas avoir un regard européano-centriste. Nous voulons au contraire donner la parole à l'autre. Et c'est pour ça que l'un des grands symboles du Mucem, c'est la passerelle. Une passerelle qui relie le musée au Fort Saint-Jean et au quartier du Panier. Il faut savoir que le Mucem sera un endroit où il se passera toujours quelque chose et où les gens viendront
non seulement pour se cultiver, pour apprendre, mais pour avoir du plaisir. Il y aura ce restaurant géré par Gérald Paseda sur le toit. Il y aura un café qui sera dans le Fort Saint-Jean lui-même, avec des tables à l'extérieur. On pourra boire une orangeade à l'ombre et à l'abri du Mistral. Il y aura une librairie qui va bientôt être attribuée à un libraire qui s'est porté candidat et qui fera quand même 300 mètres carrés. Ça sera une grande librairie de référence, rajoutant une offre supplémentaire de librairie à Marseille qui en a bien besoin. Un lieu de culture et de vie conçu par l'architecte Rudy Ricciotti. La façade est en dentelle de béton, mais un béton nouveau. C'est un matériau qui a la densité de l'acier. D'une certaine manière, on pourrait imaginer ça. Bon, c'est un matériau qui porte un très gros coefficient de main-d'œuvre. Voilà. Il y a beaucoup de travail derrière. Il y a énormément d'ingénieurs, énormément de spécialités, énormément de compagnons qui ont travaillé. Voilà. Vous savez, ce bâtiment, il a été produit par un orchestre symphonique de 130 musiciens. Hein. Donc moi, je suis juste que le metteur en musique. Mais c'est pas moi qui tenais le violon, qui tenais le hautbois, qui tenais le piano. Voilà, donc il y a énormément d'expertise autour. Donc je suis très très redevable à ceux qui l'ont construit. Une prouesse technique qui donne du sens au bâtiment. C'est une architecture de narration. Une architecture de narration qui est constituée sur une densité d'ingénierie assez incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans une culture de recherche-développement. Le visiteur est absorbé par la vue sur le fort et la mer. Je crois que si on veut reprendre, redonner du sens à la politique, à l'architecture, il convient que nous posions ces questions. Comment faire des bâtiments dont la production est territorialisée, non délocalisable, et surtout qu'elle participe au renouvellement de la mémoire du travail. Pour l'architecte, la construction même est un acte politique. Il milite pour une relocalisation du travail. Les gens sont émus parce qu'ils sentent qu'il y a du travail, ils sentent qu'il y a de l'effort, ils sentent qu'il y a de la transpiration, ils sentent qu'il y a une souffrance et donc il y a une vertu. Il y a une vertu. Il n'y a pas que l'inspiration de l'architecte, il y a une vertu. C'est la somme des efforts, la densité du travail. À travers le Mucem, c'est un hommage à la mer. Et non, il ne s'agit pas de la Méditerranée. Il est un peu à l'image de... Vous savez, les femmes sont des femmes qui portent beaucoup plus les fardeaux que les hommes. Vous savez qu'une maman porte les enfants dans les bras, les sacs, etc. Elle est soumise à des efforts, et davantage que les hommes. Et c'est un peu ça l'histoire de ce bâtiment. Il a l'air gracile, il a l'air féminin, en réalité, il prend des efforts colossaux. Marseille est une ville métissée, le musée est à son image. C'est une main tendue de la République au quartier aussi, à Marseille, aux Marseillais, au territoire. Ce bâtiment lui-même, qui est sombre, qui est presque noir un jour de pluie, à midi il devient presque clair, au coucher de soleil il est rose, et il a une variable chromatique incroyable. Ricciotti est intarissable sur son projet. Comment définit-il la culture méditerranéenne? La culture méditerranéenne, c'est une culture qui est nourrie à la fois d'anxiété et de difficulté d'être. Elle n'est pas nourrie de mémoire moderne. Voilà. Elle est nourrie d'une mémoire violente. La Méditerranée, c'est un horizon métaphysique qui rend fou. C'est bleu cobalt, qui devient argent sous l'effet du Mistral, qui devient outre-mer sous l'effet solaire, etc., envoie des messages cognitifs qui sont déstabilisants. C'est-à-dire que lorsqu'on est méditerranéen, on n'est pas fini. On a une fissure qui ne cicatrise jamais. C'est ça l'idée de la Méditerranée. Rendez-vous en juin pour l'ouverture officielle avec le soleil. Nous reviendrons évidemment, il y a tellement d'expériences à vivre ici. Merci de nous avoir suivis, merci au Mucem, à Marseille-Provence, au Sofitel de nous avoir accueillis. Je vous retrouve toujours sur TV5 Monde la semaine prochaine, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe, vous le savez, est une histoire de cœur, ici comme ailleurs. Au revoir.
C'était le bouquet final du lancement de Marseille, capitale européenne de la culture. Un feu d'artifice tiré sur le Rhône. Pendant plus d'une demi-heure, il a embrasé la ville d'Arles. Aux commandes, le groupe F, des artistes mondialement connus. Le feu d'artifice pour l'an 2000 à la Tour Eiffel, c'est eux. Celui des Jeux Olympiques d'Athènes, encore eux. À la tombée de la nuit, sous nos yeux ébahis, des êtres lumineux sont apparus. Le peuple des Lumières a envahi les berges du Rhône. Un spectacle d'une éclairante beauté. Notre cœur a battu pour ce talent lumineux.